Nous sommes sévèrement sanctionnés par la censure. Nous avons besoin de vos réactions pour continuer à exister. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous exprimer sous cette vidéo pour montrer que vous l'appréciez, que vous avez des remarques, des questions, des infos complémentaires à y ajouter, ou tout simplement de nous montrer que vous existez en tant que web spectateur et humain conscient. Merci d'avance de notre part. Réinventer le réel. Bonjour les éclaireurs, les bâtisseurs, les défricheurs, les déchiffreurs. Comment allez-vous? Dans quoi vous vous situez? Comment vous sentez-vous? Où en êtes-vous? À qui donnez-vous votre énergie? Ensemble, depuis pas mal de temps déjà, pour la grande majorité d'entre vous, nous tentons, vaille qui vaille, de récupérer notre terre intérieure. Et nous le faisons, je pense, avec beauté et dignité. Réinventer le réel. Réinventer le réel. C'est sortir du dôme, définitivement. Malgré cette injonction, cette question, sommes-nous des illusions de plus, nous, les dissidents? Moi, je crois que nous sommes une sorte d'homo sapiens, en latin, homo sapiens, un humain qui ressent. Et nous sommes une sorte d'altération dans cette pseudo-réalité. Un humain qui ressent. Cet élan au-delà de nous-mêmes. Et pourquoi cela? Parce que nous voulons retrouver des éléments oubliés qui nous rappellent notre potentiel illimité. Cet élément ne peut pas le dire existant, mes amis, car il échappe à tout. On ne peut pas dire aussi qu'il est non existant, car il est la réalité elle-même de notre être. Il nous invite à dynamiter les comportements de masse, à faire un grand saut dans le vide, un fondement qui est auto-pénétrant, auto-créatif, et traverse cette folie d'un sortilège du monde et ses formes actuelles de polarité malveillante et corrompue. C'est un énorme coup de poing vibratoire. Un énorme coup de poing vibratoire. Cette capacité, à l'heure actuelle, de découvrir cet autre nous-mêmes, mais qui est nous-mêmes, qui est appelé à être nous-mêmes, en deçà de toutes les ruses humaines. Au-delà de notre esprit conceptuel, cela est la révélation. Cela est la réinvention de notre réel dont je vous propose, avec le premier chapitre d'aujourd'hui, qui sera ajouté avec 2 autres chapitres. Cet autre réel existe dans un temps déjà existant, sans doute parallèle, l'autre réel dans un autre temps planétaire. Mot qui résonne en nous, parce que nous devons faire ce que nous devons faire par notre intermédiaire. Nous sommes un peu les bâtisseurs de cet autre réel, en deçà des magiciens pathétiques. Réinventer le réel, c'est agir à tout le niveau. Et pour chacun d'entre nous, c'est alléger ce qui peut l'être et ne pas rajouter du malheur au malheur. Modifier ce qu'on nous impose comme soi-disant réel, car ce n'est qu'une perception manipulée. Et c'est justement en modifiant nos perceptions, qu'elles soient dans notre vie au quotidien, le sommeil et la nuit, l'après-vie et la mort,
Voilà donc, mes amis, après cette petite introduction, le chapitre 1 que je vais échanger avec vous aujourd'hui, et les autres chapitres approfondiront certains éléments et peut-être des questions que vous poserez. Parce que cela me semble tellement vital pour nous affranchir un peu plus, comme un immense coup de pied dans cette fourmilière, faire avec vous des passerelles créatrices entre notre vie où nous nous agitons, où nous sommes agités comme des singes fous, entre la nuit où nous sommeillons et nous disparaissons, et l'après-vie où nous avons quitté ce corps organique. C'est vital. D'autres sont peut-être plus avancés, mais je vous invite à échanger sur ce point, de faire des passerelles entre la vie, le sommeil et l'après-vie, de fissurer le dôme, car il s'agit bien de le fissurer à l'heure actuelle plus que jamais, où nous sommes charriés par milliards dans le devenir perpétuel. Vous savez, cette prise de conscience que nous pousse cette époque d'agression, nous avons erré tellement dans les illusions du devenir perpétuel depuis des temps sans commencement. Sous ce dôme, savez-vous que pendant une période de 70 ans en moyenne de notre vie, nous dormons en moyenne 20 ans. Dans les 10 prochaines années, nous allons dormir 2 à 3 ans. Alors, je me pose des questions. En dehors de se régénérer, mais je me pose ces questions. Qui nous régénère? Qui nous nourrit? Qui nous nourrit alors que le rêve et la réalité se confondent? Qui nous permet, malgré nous, d'entretenir les rails où nous sommes prisonniers? Qu'allons-nous faire ou que faisons-nous de ces 20 ans où nous allons dormir? Finalement, la question fondamentale de cette vie, sommeil, et nous verrons plus tard de l'après-vie, qu'est-ce qui vient nous arracher à la conscience avec un grand C et nous recadrer dans les formes? Prisonniers du passé, nous le sommes, enfermés dans la boîte incarcérante. Et je crois que si je poursuis, vaille qui vaille, avec Marc, c'est aussi peut-être le temps de laisser monter autre chose, de laisser monter l'informulé, la non-réponse, la dissidence au-delà du fond du soi. Ce vide, qui n'est pas vide, mais porteur du potentiel infini d'une autre ligne du temps, qui englobe tous les éléments. Ce vide est un vide qui symbolise non pas l'absence ou le manque, mais plutôt ce qu'on est déjà au fond de notre cheminement intérieur. Enlever, enlever, enlever ce qui est en trop. Savez-vous, quand nous endormons, le corps et le mental conditionnés sont désunis. Ils poursuivent leur propre chemin. Le corps garde les tensions accumulées. Le mental continue à passer d'un endroit à l'autre, d'un moment à l'autre, déraciné, instable et agité, comme un singe fou, comme je vous l'ai dit. Il est dans l'anxiété et dans la somnolence.
sans beaucoup de présence, car c'est de cela qu'il faut parler, de la présence, vie, sommeil et après-vie, de la présence. Dans un tel état, on manque de force et de confiance, et le devenir perpétuel nous charrie dans le grand recyclage, et le mental s'échappe constamment. Chaque fois que nous devons le ramener sur l'attention, il ne faut qu'une minute pour le détourner à nouveau. Ce que j'ai constaté, mes amis, c'est que ce moi qui a été conditionné, qui s'est construit avec les perceptions sensorielles, qui s'est construit avec des causes à effet sociales, familiales, ce moi qui vit le rêve de l'état de veille, c'est-à-dire l'état où on s'agite toute la journée, et aussi ce même moi qui vit le rêve dans l'état de sommeil. Si vous êtes toute la journée pris en conflit dans la divagation de l'esprit conceptuel, de ce mental conceptuel, il y a des chances que nous allons agir de même dans le rêve et que la manipulation continue, à l'image de l'après-vie également. Mais si vous êtes davantage présent quand vous êtes réveillé, vous aurez aussi peut-être cette présence dans vos rêves et peut-être cette présence dans l'après-vie. Donc vous savez, après toutes les propositions qu'on vous a fait en vidéo, vous savez comment ça fonctionne. Mes amis, en nous endormant, il faut veiller à cette préparation, à prendre conscience des enjeux qu'il y a quand on s'endort. Mes amis, apprendre à penser différemment est la suite d'un travail acharné sur soi et d'un effort constant. Et c'est plus que jamais important, essentiel, vital, crucial, tous les mots que vous voulez employer, cela est important. Cela est notre but, écarter le voile qui recouvre toutes les réalités et acquérir de nouveau l'aptitude de se déplacer entre les mondes. Donc, vous voyez déjà que le désencombrement de cette mémoire pernicieusement active et incessante, qui est pour moi une sorte de Parkinson mental, est une nécessité. Est une nécessité parce que, avec ce Parkinson mental, on veut attribuer un sens à une réalité qu'on nous impose et qui n'en a aucune, sauf l'assujettissement, l'asservissement. Dans cette cinémathèque de l'éternel retour, où les souvenirs ne vieillissent pas, où nous sommes ces parfaits petits soldats coupés de notre perspective suprême, sont en mission et se maintiennent dans l'illusion, dans une dystopie merdique. La naissance, le devenir perpétuel, que j'appelle karmique, mais qui ne correspond qu'à la matrice, peut entraîner quelqu'un si fortement dans une direction que l'émotion négative devient si puissante. Mais ce que je pense, parce que nous sommes encore debout, malgré tout ce qu'on a connu ces 10 dernières années, je pense qu'avec de la persévérance, de la connaissance, de la compréhension de ce que le mal fait et des outils efficaces, nous pouvons reprendre
petit à petit, le contrôle. Le contrôle, cela veut dire que vous faites ce que vous pouvez, de ne pas rajouter du malheur au malheur, d'enlever ce qui est en trop. Car prendre connaissance déjà que notre état de veille est une réalité semblable à nos rêves, c'est petit à petit se désidentifier du dôme qui nous enferme dans une planification générale, vie après vie, mort après mort, de naissance en naissance, de veille en sommeil, de sommeil en rêve. Et à qui donne-t-on cette énergie que l'on porte? Dans quoi puise-t-on notre énergie? Que rejoint-on dans le sommeil? Que rejoint-on à la mort? Dans cette guerre sans trêve d'hallucinations, nous touchons du doigt, mes amis, la grande histoire. Et tous les milliards de films projetés sur l'écran blanc de notre conscience, cela s'appelle la perception par l'instinct. C'est la condition sine qua non de faire augmenter cette perception par l'instinct pour nous faire traverser les conditionnements que nous portons dans les rêves, dans le sommeil, dans la naissance, dans l'après-vie, pour nous faire sortir de cette boucle de temps qui se répète, casser le film, enfin, oser vivre un autre réel, en prenant des risques, ce que j'appelle acquérir une pensée non binaire, cultiver son intuition et construire une intelligence non localisée. Nous ne pouvons plus nous mentir. Le moi qui vit le rêve de l'état de veille est aussi le moi qui vit le rêve de l'état de sommeil. Si vous êtes toute la journée en conflit dans la divagation de ce mental qui adore l'agitation, il a des chances que notre récupération de la nuit soit une récupération pour nous remettre sur les rails du devenir. Être davantage présent quand vous êtes réveillé, c'est acquérir cette présence indispensable de notre nuit et de notre après-vie. Nous rêvons tous, n'est-ce pas? Et j'approfondirai dans le 2e chapitre cette notion de rêve. Nous rêvons tous, n'est-ce pas, que nous en gardions le souvenir en nous, n'est-ce pas? Nous rêvons de notre naissance à notre mort. Chaque nuit, nous pénétrons dans un monde inconnu. Nous avons une apparence ordinaire où nous sommes quelqu'un de tout à fait différent. Nous rencontrons des gens que nous connaissons ou qui nous sont inconnus, qu'ils soient vivants ou morts. Nous volons l'espace, les objets se rétrécissent et deviennent énormes. Nous volons, nous rencontrons des êtres peut-être non humains, faisons des expériences bénéfiques, rions, pleurons. Exaltés, peut-être, ou transformés. Nous accordons généralement peu d'importance à ces expériences extraordinaires d'où nous perdons le fil. Voilà qui me semble important. Beaucoup d'Occidentaux ont sur le rêve des idées nourries de théories psychologiques et s'intéressent généralement sur le contenu et leur signification. Ce que je veux pointer dans ce cheminement avec vous, c'est que la nature même de l'acte de rêver est rarement étudiée. La nature même de l'acte de rêver débouche sur les processus qui sous-tendent la totalité de notre existence.
pas seulement la partie dans laquelle nous rêvons, cela veut dire rêve, sommeil, vie après vie, et de nouveau, l'objectif de tout ça, être recyclé, sous-tendu par un processus qui unit tout ça. Cela semble être la clé vitale pour se libérer du dôme. On pense généralement que le rêve est irréel par opposition à la réalité de notre état où nous nous agitons toute la journée. Mais rien n'est plus réel que le rêve. Cette affirmation prend tout son sens dès qu'il est compris que la vie à l'état de veille est aussi irréelle que le rêve, exactement de la même façon. Je vous propose, mes amis, une pause en retrouvant Jocelyn, que vous commencez à connaître, avec la version instrumentale ajoutée par la guitare de l'univers rêve. L'univers rêve dans ton sourire, mon enfant. Quand tu vas si légère dans le matin blanc, l'univers rêve dans le chant du ruisseau et le ciel d'allégresse que traverse l'oiseau. L'univers rêve quand sa prison révolue, l'humanité soudain se lève et recouvre la vue. L'univers rêve quand l'ignorant Cupide a perdu et que gît sous le glaive le dragon en lui vaincu. L'univers rêve dans ces solitudes incomprises qui aperçoivent dans leur quête la terre promise. L'univers rêve dans ces êtres que secourt, même au soir de leur ère, l'absolu, l'amour. L'univers rêve dans cette ronde à l'infini, quand nos voix s'élèvent et convergent pour célébrer la vie. L'univers rêve dans la noirceur de la nuit, qui attend dans son lit que vienne l'aurore tant chérie. L'univers rêve
dans les êtres qui s'évertuent à nouer les fleurs en gerbe quand l'orage s'est tu. L'univers rêve au fond des cœurs silencieux qui s'abandonnent aux grands mystères insondable, radieux. L'univers rêve dans ton sourire, mon enfant. Quand tu vas si légère dans le matin blanc. Sommes-nous une illusion de plus dans cette animatrix? Sommes-nous une illusion de plus? Peu importe, car ce qui est important, c'est de prendre le volant et de décider de notre voyage. Il s'agit d'aller en deçà de ces doutes qu'on peut porter sur notre action, quel que soit le niveau de chacun. Et j'insiste, et c'est ce que je ressens, peut-être que beaucoup ne seront pas d'accord avec ce que je peux ressentir, mais j'essaie toujours d'être honnête, de partager avec vous. Mais je pense que ce que l'on vit est une sorte de répétition de déjà vu, et qu'à ce moment-là, la seule réponse, quand tout se remet en cause, c'est de se laisser remplir par la non-réponse. Parce que nous avons tout le temps, dans notre quête, à chercher des réponses. Et si la solution, ce serait se laisser remplir par la non-réponse, celle qui est au-delà de tout. Ce n'est ni une résilience, ni une volonté de donner du sens pour s'illusionner qu'il fait bon de vivre, de résister. Non, cette non-réponse peut nous propulser en dehors de notre zone de confort. C'est la seule qui peut nous apporter un silence qui ne soit pas issu du mental, mais qui soit issu d'autre chose. Déjà, avec cette base, nous pouvons peut-être appréhender le fond du scénario. Je reparle aujourd'hui, et je le répéterai encore dans les autres chapitres, que le cycle de 24 heures, le cycle du sommeil et du réveil, le processus de la mort suivent le même déroulement. Lorsque nous nous identifions à notre lassitude, notre fatigue, c'est comme si notre état de conscience était masqué. N'oublions pas que le monde et la forme est un piège dans lequel nous sommes. On pourrait employer cette image que je n'aime pas trop, mais qui est une image. Les nuages ne masquent jamais vraiment la lumière du soleil, ils cachent seulement le soleil à celui qui le regarde. Nous sommes fabriqués, modifiés, pour ne plus voir ce qui est essentiel. Ces nuages cachent le soleil
à celui qui le regarde. Le processus de la mort est parallèle à celui de l'endormissement. Tout d'abord, lorsque les éléments du corps commencent à se désintégrer, les expériences sensorielles se dissolvent, et comme le passage du sommeil au rêve, où la conscience se manifeste sous diverses formes, la plupart d'entre nous vont s'identifier à une partie de l'expérience, en créant un ego dualiste et en réagissant de façon duelle aux objets qui apparaissent à la conscience. Il y a identification avec un moi conventionnel illusoire sans le corps et entre en relation duelle avec les projections de notre propre monde, manipulé, que ce soit dans le sommeil ou l'après-vie. Et nous sommes de nouveau dans le piège. Finalement, cette approche du sommeil et du rêve sont d'une certaine façon des préparations à la mort. Et à la sortie du recyclage. La mort est un carrefour. Ce qui va se passer dépend de notre approche par rapport à notre vie et notre rêve et notre sommeil, de la stabilité, d'une certaine pratique, de notre motivation, la motivation. Regardez un arbre qui pousse sur une pente, va s'adapter à cette pente et garder sa nature d'arbre. Nous sommes des arbres qui marchent. Mais attention aux obstacles, mes amis. Je crois que je ne vais pas vous surprendre, mais les obstacles qui sont mis à travers notre route sont toujours les mêmes. Obstacles éternels à tous, entre guillemets, les marcheurs intérieurs. Ces obstacles font reculer l'horizon de notre libération à mesure que l'on avance. Et à chaque fois, on nous met des faux espoirs pour avancer et l'horizon recule. Vous comprenez ? Alors nous devons être inspirants. Pour cette fois-ci dépasser l'horizon de l'utopie et de l'anti-utopie. Dépasser le tout et son contraire, qui se vomit chaque jour pour entretenir la confusion et susciter la question: à qui cela profite? Ces trois obstacles, il y en a d'autres, mais qui sont pour moi les plus importants. C'est l'agitation, la torpeur et le relâchement. Quand je parle de l'agitation, est-ce que vous vous rendez compte que votre mental, qui n'est pas vous, qui est une machine, saute sans relâche d'une pensée à l'autre? Alors, je vous conseille d'éviter toute activité physique ou mentale excessive avant de vous endormir, de pouvoir faire des étirements et de prendre des respirations profondes et lentes. Oh, bien sûr, certains vont rigoler, mais combien font déjà ça? Après l'agitation vient la torpeur. La torpeur, c'est un brouillard qui nous anesthésie, comme une lourdeur qui couvre notre acuité. Face à ça, il faut que vous développiez votre concentration. Ça se traduit par les questionnements. Des questionnements. Qui je suis? Pourquoi je vis? Qu'est-ce que je veux? Et le troisième point, c'est le relâchement. Ce qu'on appelle un état mental faible et passif, sans force de concentration. Je vous conseille, à travers ce relâchement, de renforcer votre motivation. Pourquoi vivez-vous? Est-ce que vous avez dépassé la frontière où vous êtes résigné, complaisant,
en zone de confort. Vous êtes satisfait de votre dissidence. Et pendant que le monde brûle, il y a cette motivation radicale, extrême, la posture, et toujours cette attention, c'est-à-dire de pouvoir renouer avec ce contact sensoriel avec les choses, avant que votre mental les utilise en interprétant des choses. Cette compréhension de ce que je tente en globalité de pouvoir avancer, vous me connaissez, vous connaissez Marc, on essaye de voir les choses d'une façon générale, sans angle mort, même si des fois la vérité fait mal. Cette compréhension ne doit pas être simplement intellectuelle, mais elle doit correspondre à une expérience vivante, lucide, engagée. Sinon, ce n'est qu'un jeu de l'imagination. Et de nouveau se pose la question, sont-nous des illusions de plus ? Ce jeu de l'imagination n'apportant aucun changement réel, et les ficelles du scénario onirique continuent. Nous continuons, mes amis. Donc, le rêve, la mort, l'état de veille, tout cela semble différent, mais tout cela fait partie de la même pièce de théâtre. Et tout le travail intérieur est fractal. La présence que nous stabilisons se manifeste dans nos comportements naturellement, et cela apparaît dans les rêves. Des rêves plus affinés et conscients, pas des rêves où l'on subit. Mais cela n'est qu'une étape, on en parlera dans notre prochain chapitre. La compréhension de l'énergie en nous, la compréhension du psychisme, du mécanisme mental, de l'ingénierie sociale, contribue à renforcer la conscience, tout cela, tout ce travail contribue à renforcer la conscience dans le rêve et nous libère petit à petit de ce devenir perpétuel. Chaque effort que l'on fournit n'est pas vain. Car de l'autre côté, chaque effort qui est fourni souhaite notre soumission. Que notre énergie soit proportionnelle à l'intensité agressive, mais dans un autre niveau, la non-réponse. Ce que je veux dire, de même que la lucidité et la présence que nous tentons de vivre chaque jour, vaille qui vaille, s'introduisent dans nos rêves, et l'état de rêve, avec un peu plus de lucidité et de présence, s'introduisent dans la mort. Ne serait-ce une mort non préparée, qui arrive d'un seul coup, mais nous pouvons acquérir ces habitudes en soi, car la mort n'est qu'une continuité du voyage. Sauf que la caricature du devenir, du transhumanisme, de l'utilisation de notre transcendance et tout ça, c'est à ça qu'il faut dire stop. Nous n'avons pas besoin de béquilles. Mort, veille, rêve, forment un même tout. Et que la vie correcte est la stabilité dans une présence non duelle. Et cela est la condition pour déchirer l'étoffe. Cela dépend de notre réponse dans l'état de veille chaque jour, où nous nous agitons de moins en moins. Nous pouvons apprécier chacun notre maturité dans cette pratique.
lorsque nous sommes confrontés à une expérience, nous pouvons examiner nos ressentis et nos réactions à ces ressentis. Je vous donne un exemple concernant la différence entre la douleur et la souffrance. Beaucoup souffrent. Mais rappelez-vous que la douleur, c'est ce que l'on vit à l'instant présent. La souffrance, cette douleur peut réveiller une souffrance passée qu'on a eue. Et cette douleur peut créer une appréhension de la souffrance dans l'avenir. Ce qui fait que presque 60% de notre souffrance est liée à comment on a été manipulé par nos conditionnements passés et par le fait que l'on entretient par la peur la souffrance à venir. La question, êtes-vous contrôlé par vos interactions avec les objets de l'expérience ou contrôlez-vous vos réactions à leurs égards? Êtes-vous précipité dans les émotions par vos attirances et répulsions ou pouvez-vous rester équilibré dans diverses situations, quelles qu'elles soient? En attendant, nous continuons à nous rêver et à rêver notre vie, dans le sommeil autant qu'à l'état de veille, car tout cela est modifié sournoisement. Les paramètres de votre expérience du monde, afin d'être dépendant. C'est cela qu'il faut stopper. C'est l'époque qui nous dit ça. C'est ce soi ou ce non-soi, peu importe, ce n'est qu'une image qui vous dit, qui se révolte. La perspective suprême se révolte, même si ce n'est qu'une image en nous. Je vous propose de faire une petite pause musicale, mes amis, et de vous proposer un extrait de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est parti il y a 1 an maintenant, je crois. C'est le chef d'orchestre Seiji Ozawa, avec qui j'ai beaucoup d'estime.
générons ainsi, vaille qui vaille, une méta-réalité. De l'étoffe du méta-humain et non du transhumanisme. Et j'insiste, notre sauvegarde et notre capacité à trouver la transcendance dans notre corps biologique et comment nous sommes constitués. En dehors de toutes les manipulations, il se passe au fond de nous quelque chose qui est de l'ordre de la perspective suprême. Nous sommes faits comme ça. Rappelez-vous, quel que soit le terrain, l'arbre est résilient, essaye de pousser droit avec sa vraie nature. La recherche du réel non falsifié où respire la grande métaphysique, malgré les déviances de l'histoire que l'on nous raconte. Pour moi, c'est la plus noble des occupations. C'est la plus noble des occupations. Car pour moi, c'est beaucoup plus important que faire des enfants ou le travail actuellement. Toutes les valeurs doivent s'effondrer pour rebâtir autre chose. Bien sûr, je sais que vous faites ce que vous pouvez, je fais ce que je peux, mon ami Marc fait ce qu'il peut. Chacun à sa manière doit alléger ce qui peut l'être. Car vous ne trouvez pas que c'est une vraie joie de lutter contre ce qui est pourri et laid ? Vous ne trouvez pas ? Et comme le fait un chef d'orchestre comme Seiji Ozawa, de réunir les énergies saines, dignes et debout, ça c'est notre rôle. Voilà notre rôle. Nous sommes appelés à ébranler les fondements d'une vision fausse, 3D, et mensongère, et naïve de l'univers. Une tromperie qui abuse de nos sens, où les dés sont pipés. Cette caverne matricielle qui voile le réel et le recouvre du tissu d'un monde falsifié, corrompu, mafieux. Ce monde falsifié qui nous a fait partir dans une mauvaise direction. Sillon de plus en plus creusé où la lumière artificielle et traître nous paraît libératrice parce que c'est la seule que l'on peut voir. Jusqu'où l'humain descendra-t-il ? Notre avenir, qui n'est qu'un présent élargi, dépend de la révélation, entre guillemets, de la vérité sur notre monde. En enlevant ce qui est en trop et se mettre à poil. C'est notre direction première, n'est-ce pas ? Trouver la réponse absolue à tout prix. Retrouver enfin la force conscience sans les oripeaux crasseux et malveillants qui la tordent. Oui, une certaine mémoire cellulaire, c'est en nous. On sait que c'est de là qu'on vient, une sorte de déité au-delà de Dieu. Oui, être conscience, c'est notre grand but de devenir cela. Faire surgir cette singularité, oser l'autre vie. Car si nous restons dans cette petite vie médiocre, de toute façon nous allons tout perdre. Alors, pourquoi pas d'utiliser cette impasse pour oser l'autre vie, sortir de l'aliénation, de vaincre. Nous vaincrons, non pas dans un langage hostile,
mais confiant dans ce que l'on porte en soi. Nous atteindrons un jour cet objectif suprême. Relier le mental, le corps et la sensation est une des choses les plus importantes que nous pouvons faire pour reprendre le contrôle. Car ces trois parties sont manipulées, conditionnées, polluées magnétiquement, génétiquement. Nous devons récupérer notre mental comme juste un outil de connaissance. Nous devons reprendre possession de notre corps comme on peut. Et la sensation des choses, une sensation intuitive. Rappelons-nous, au moment de la mort, quand on maintient la présence à ce moment-là, tout est très différent. Maintenir la présence est réellement l'essence d'une sorte de pratique du transfert de conscience. Envoyer le mental sans forme, le mental sans forme directement dans le pur espace de cette conscience, on ne subira pas ainsi la turbulence de la distraction de l'expérience post-mortem. Si nous n'avons pas la capacité de rester dans la pure présence, on en parlera, on approfondira ça. Nous sommes distraits et nous nous égarons dans le rêve, les fantasmes, le devenir, le recyclage infini, les faux espoirs, et c'est reparti, l'amnésie, et c'est reparti. Avant de vous proposer l'exercice que j'avais proposé à Marc lors d'un entretien et qui est lu par notre ami Mab, peu après cette fin de premier chapitre, rappelez-vous de ceci. Nous sommes appelés à reprendre notre nature infinie. Perdre ce sens de la séparation auquel nous sommes identifiés, dans le piège duquel nous sommes tombés, nous sommes appelés à cet accomplissement, cette fameuse déité au-delà de Dieu qui est une conscience non duelle. Pensons à l'image ce n'est qu'une image, pardon pour cette image simple, c'est la seule qui me parle. Pensons à l'image des petits cercles à la surface de l'eau et qui disparaissent, nous appelle à dépasser, à réaliser que notre conscience séparée, entretenue, à réaliser qu'elle n'est qu'une illusion. Revenir à l'infini de la non-dualité, de la non-séparation. Vous voyez que c'est le mouvement du jeu de ces formes, de retrouver finalement le sans forme. Nous devons passer de la limitation à l'illimitation. Ces mots ne sont pas que des mots, vous comprenez. Ce sont un enjeu que beaucoup de gens ne voient pas, parce que nous sommes dans la survie psychique, physique, et que notre nuit n'est juste qu'un moyen de relâcher les tensions et de purger l'inconscient. Nous devons prendre la décision que nous devons être fiers, car nous sommes les enfants de l'illimité, les enfants de l'illimité, la véritable évolution, sans transhumanisme, sans rien. C'est notre perspective suprême, métaphysique. Je vous souhaite, d'ici le deuxième chapitre qui viendra, où on approfondira, où je vous proposerai d'approfondir certaines choses, je vous souhaite le meilleur, de ne pas rajouter du malheur au malheur, d'alléger ce qui peut l'être, de faire ce que vous pouvez, sans complaisance, sans relâchement, sans torpeur. À la prochaine fois, mes amis.
David Bouquet, psychologue psychothérapeute, a réalisé de nombreuses émissions pour la chaîne de Marc Gray. À la fin de l'interview SOS Mémoire humaine en détresse, Corona X-Files du 24 août 2020, il a partagé une pratique visant à sortir de la matrice. Cet audio-vidéo est une contribution qui reprend avec son accord les différentes étapes de sa pratique afin de vous aider à la mettre en œuvre si le cœur vous en dit. Les liens de la chaîne et de l'émission figurent dans le descriptif sous la vidéo. Bonne écoute. Pour entretenir la division et mieux régner, le système cherche à tout prix à m'imposer le jeu du bien et du mal. Pour cela, il provoque en moi une crispation permanente, une crispation qu'il entretient au quotidien pour que je m'y adapte et finisse par croire que ma nature est de souffrir, pour me faire croire que je suis ma personnalité douloureuse qui joue à la vie. Mais en réalité, ma vraie nature, c'est un état de tranquillité, de neutralité et de liberté totale. Un état dans lequel je me laisse juste traverser par la vie. La liberté n'a rien à voir avec ce que je gagne, ce que je conserve, ni même la vie que je mène. La liberté, c'est d'avoir la faculté, quelles que soient les circonstances, de me reconnecter au soi profond. Et le soi profond va bien au-delà de mon identité, car il est lié à l'infini que je suis. La pratique présentée ici a pour but, point numéro 1, de transformer temporairement la souffrance psychique entretenue par la matrice et qui m'y enferme. Cette souffrance peut être liée à des sentiments comme la peur ou la culpabilité, par exemple. Et elle peut provoquer les tensions physiques, les nœuds du cœur, les perceptions mentales douloureuses. Pour se détacher de la souffrance psychique, je vais donc reconnaître, puis dissoudre les objets extérieurs qui génèrent des douleurs et des mémoires. Point numéro 2. Prendre conscience que j'ai le pouvoir d'intervenir dans tout ce jeu matriciel grâce à la puissance de ma force d'intention. Point numéro 3. Transformer cette force d'intention elle-même en la dissolvant dans un espace vide. Ce dernier point est aussi une préparation pour libérer mon âme au moment de la décorporation qui suit la mort physique et éviter ainsi toute tentative de récupération prédatrice, puis de recyclage-réincarnation forcée dans la matrice. Je peux pratiquer cet exercice plus ou moins longtemps et à tout instant de la journée, lorsque je me sens traversée par une douleur, une mémoire ou une émotion difficile. Mais il sera particulièrement bénéfique au moment du coucher. En effet, sur 70 ans de vie, 25 sont consacrés à dormir. Mais lorsque je m'endors sur mes crispations, comme c'est souvent le cas, je continue à nourrir la matrice pendant mon sommeil. En prenant l'habitude de diriger ainsi le départ de mon sommeil, je m'offre la possibilité d'inverser cet état. Contrairement à la technique du rêve lucide, qui produit certes une liberté, mais très éphémère, ce qui est visé ici, c'est la libération définitive de mes attachements. La séance va démarrer. Je m'installe dans la posture de mon choix.
Je m'accorde un moment de disponibilité pour tout quitter momentanément. Je me place en cet instant présent et je me laisse respirer. Je me laisse respirer amplement. Souffle fluide. Je me laisse traverser par le souffle de ma vie. À présent, avec ma force d'intention, j'imagine la lumière la plus intense qui soit. Il s'agit d'une lumière non pas extérieure, mais d'une lumière intentionnelle que je crée moi-même, que je fais naître depuis mon intériorité. Et je projette cette lumière devant moi. Et maintenant, je me connecte à tous les objets extérieurs qui provoquent en moi la souffrance, la culpabilité, la peur. Il peut s'agir de simples objets, mais aussi de personnes, de relations, de situations, de scènes de ma vie, ou encore de l'actualité. Je me connecte à tout ce qui est source de douleur dans mon environnement. Et toujours avec ma force d'intention, je commence à mettre un à un ces objets dans cet espace de lumière. Et je dissous chaque objet dans la lumière. Je dissous chaque objet dans la lumière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien d'autre que la lumière intense. Je prends le temps nécessaire et je dissous chaque objet l'un après l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre que la lumière. À présent,
J'absorbe toute cette lumière à l'intérieur de mon corps. Je me concentre avec attention sur mon corps. Je ressens mon corps dans sa totalité et j'absorbe toute cette lumière à l'intérieur de mon corps. J'absorbe toute cette lumière. Maintenant que la lumière est à l'intérieur de mon corps, je porte attention sur chaque douleur et chaque tension qui se manifeste en lui. Et je laisse tout le reste de côté. Je prends le temps de ressentir chaque douleur et chaque tension. Et à présent, j'absorbe chaque douleur et chaque tension dans cette lumière que j'ai mise dans mon corps. La lumière que j'ai mise dans mon corps est en train de dissoudre chaque tension, l'une après l'autre. Je prends bien le temps de tout dissoudre en utilisant ma force d'intention créatrice de toute cette lumière. Cette lumière qui dissout. Je peux maintenant prendre conscience de l'apaisement de mon corps. Ressentir et vivre chaque lieu de mon corps en train de s'apaiser. Et je ressens physiquement cet apaisement. C'est une pause dont je prends le temps de profiter pleinement. Et une fois cet apaisement ressenti, toujours avec cette lumière, je vais commencer peu à peu à dissoudre mon corps. J'imagine que mon corps se dissout tranquillement. Et dans le même temps,
je me mets à absorber toute cette lumière intérieure au niveau du troisième œil. Plus mon corps se dissout, plus il est absorbé au niveau du troisième œil. Maintenant, je me concentre uniquement sur cette lumière intense que je fais rayonner dans le troisième œil. Cette lumière n'est que la projection de mon intention. C'est la force de mon intention. Mais ce n'est pas encore ma libération. La libération, le grand passage, c'est le moment où je me mets à dissoudre cette lumière elle-même. Pour cela, j'imagine, je projette un espace infini. Infini comme un ciel sans nuages, où il n'y a plus rien. Plus rien. Rien. Là se trouve la porte de sortie à franchir pour quitter la personnalité douloureuse. C'est le fameux vortex dans lequel je peux m'engouffrer pour sortir de l'astral. En sortir parce que j'ai libéré tous mes attachements, tous les objets extérieurs de maltraitance pour moi-même, mais aussi toutes les capacités projectives de vouloir faire du bien, du mal ou quoi que ce soit d'autre. Et dans cet infini, je dissous la lumière elle-même. Je dissous totalement la lumière. Je dissous la lumière. Il ne reste rien. Rien. Ce rien, c'est justement là qu'est l'enjeu. Ce rien, c'est cet espace infini, comme l'écran blanc. Comme la mer est la source de toutes les vagues. L'espace infini. Je suis cet espace infini de tous les possibles.
et je peux m'endormir. Si je peux m'endormir avec l'espace infini, alors ma nuit sera différente et reposée. Comme dit précédemment, ce travail de désengagement temporaire me permettra momentanément de ne plus nourrir la matrice, parce que j'aurai décidé en amont de ne plus donner force à ce système. Le matin, au réveil, et même si c'est parfois difficile de se lever dans la réalité apparente de ce monde, je pourrais me dire simplement que tout ce qui est devant moi n'est au final qu'illusion. Et ainsi je déploierai mon pouvoir de reprendre la maîtrise de cette illusion grâce à ma capacité d'intention et de projection pour créer qui j'ai envie d'être. Je pourrai alors quitter mon ancienne identité souffrante pour mettre en œuvre des actions lucides. Rappelons qu'il s'agit en même temps d'un travail préparatoire du moment de la mort physique, un entraînement pour cesser de se projeter et pour se dissoudre dans le sans-forme. Se dissoudre dans le sans-forme en ayant au préalable lâché tout ce à quoi je suis attaché. Je prends bien conscience que le sans-forme n'est pas l'ennemi du vide. La liberté qu'il confère n'est pas angoissante, même si c'est ce que le système aimerait nous faire croire. Au contraire, ouvrir le passage vers le sans-forme me permet justement de plonger dans ma nature profonde, qui est liberté. Cet exercice résume la vie. La finalité, c'est de me réapproprier mon centre intégrateur. Mon centre intégrateur, c'est le moteur qui propulse ma force intérieure créatrice de toute éternité. Et ceci n'est possible que lorsque je comprends l'inutilité de l'angoisse face à la peur inculquée du vide. Ce passage de lâcher prise au sens réel du terme est un nouvel état. Dans ce nouvel état, au moment où je dissous cette lumière, je ne suis plus ma personnalité douloureuse. Je ne suis plus de la simple matière. Je ne suis plus ce corps qui véhicule de vie en vie le fardeau de ses multiples traumatismes. Je suis liberté créatrice au-delà de la forme. C'est le seul levier d'action pour être réellement efficace. Alors seulement, je ne nourris plus cette dualité, mais autre chose qui va au-delà du bien et du mal. Les amoureux du pouvoir matriciel maîtrisent certes l'occulte, mais ils sont incapables de maîtriser cela. Quand je suis au service d'autre chose que ces maîtres de l'imposture, je deviens très puissant, y compris dans mon action sur le monde. Car je me réapproprie de façon autonome et consciente, non seulement ma matière, mais également toute la métaphysique qui la sous-tend et qui correspond à mon précieux héritage humain, cet héritage qui m'a été dérobé et que je reprends désormais. À la base, mon essence divine est libre hors de cette matrice. Je n'ai pas à gagner ma liberté. Elle est inconditionnelle.
En revanche, j'ai à défendre ma dignité debout et jusqu'au bout.